Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on aborde un sujet qui nous préoccupe et qui pose question, celui de la gestion du travail pendant ou après un cancer. S'arrêter, continuer ou travailler pose du coup de nombreuses questions tout au long de la maladie et du parcours. Quels sont mes droits ? Si je suis en salarié, salarié dans une entreprise, quelles sont les possibilités et les dispositifs qui existent ? Est-ce que je dois parler de ma maladie à mes collègues ou à mon employeur ? Comment retrouver un rythme et du sens aussi au travail ? On va tenter de répondre à toutes ces questions avec toi, Céline, assistante sociale au Centre Oscar Lambré. Bonjour Céline. Bonjour Charlotte. Comme on le disait, la maladie a un impact pour le patient, bien sûr, pour les proches, au niveau personnel, social, mais aussi professionnel. Oui, donc même si ce n'est pas la première préoccupation quand le diagnostic tombe, c'est vrai que l'activité professionnelle devient rapidement une source de questionnement pour les patients. Donc on va retrouver des questionnements dans un premier temps par rapport aux droits et aux démarches. Donc quels sont mes droits pendant l'arrêt maladie ? Est-ce qu'on a droit à un maintien de salaire pendant son arrêt ? On va aussi avoir des questions autour de la reprise du travail après les traitements. Quel type d'aménagement ai-je droit ? La question aussi de la reprise au travail malgré, je dirais, la persistance des séquelles est souvent exprimée. On va aussi retrouver parfois des questions autour du risque de perte d'emploi ou de discrimination. Beaucoup de questions autour, vis-à-vis plutôt de l'employeur et des collègues. Faut-il annoncer à son employeur la maladie ? Ça, c'est un petit peu tout le dilemme entre la transparence qui va favoriser le dialogue et je dirais la crainte d'être stigmatisé. On retrouve aussi des questions concernant est-ce que mes collègues, mon manager va être compréhensif ? La peur du jugement et le fait d'être perçu peut-être moins disponible, je dirais, ou moins performant. On a aussi plusieurs personnes qui vont se questionner sur le sens du travail. On a beaucoup de patients qu'on rencontre et qui disent effectivement que le cancer est souvent quand même l'occasion d'une remise en question profonde. Les priorités changent et du coup le rapport sur le travail évolue. On n'a peut-être plus forcément envie de faire la même chose non plus. Exactement. Il y a des patients qui n'ont plus envie de faire effectivement l'activité qu'ils faisaient avant. Donc il y a pas mal de remises en question aussi autour de ça arrive. Alors il y a des patients qui vont prendre du recul, le travail ne sera plus la priorité comme avant. Et puis au contraire, il y a des patients qui auront envie de se réaliser davantage professionnellement, comme je dirais un nouveau départ. D'accord, donc le retour et le maintien dans l'emploi finalement dépend du type de cancer ou pas du tout ? Alors oui, mais pas que. Effectivement, le retour et le maintien au travail va dépendre de plusieurs critères. Alors le type de cancer et puis les traitements qui sont associés. Ça va dépendre aussi des effets secondaires et des séquelles qui peuvent persister. Ça dépend aussi du type de poste, ça dépend aussi de l'envie, on en a parlé tout à l'heure. Le regard sur la maladie, sur le travail, change, évolue et puis ça va aussi dépendre de l'environnement du travail. Parce qu'effectivement, une entreprise qui est plutôt bienveillante, inclusive dans sa politique, forcément ça va faciliter la reprise au travail. Donc voilà, donc en gros le projet professionnel du patient va tenir compte de tous ces critères pour construire ce projet-là. La situation professionnelle dépend finalement de chaque situation et est différente en fonction de chaque histoire, de chaque patient. Et si tu le veux bien, on va essayer de se poser aujourd'hui sur deux grands types de situations. Celle de personnes en situation de salariat dans une entreprise et celle et les patients qui sont justement à leur compte. Est-ce que pour les personnes en situation de salariat, il existe un certain nombre de dispositifs ? Est-ce qu'il faut en parler, comme tu le disais, à l'employeur ? C'est la question qui revient souvent. Alors oui, le fait d'en parler à l'employeur, alors c'est une question assez délicate et je dirais la réponse va dépendre beaucoup de la situation personnelle de chaque personne, de son emploi, de son poste, de son état de santé
et puis aussi de ses projets professionnels. Le fait de nommer, de dire à l'employeur la maladie, il n'y a aucune obligation légalement. La loi n'impose pas de nommer la maladie, de dire à l'employeur le motif de ses absences. Les absences en arrêt maladie sont confidentielles. Éventuellement, la personne qui peut avoir le diagnostic, ça va être le médecin du travail, s'il est sollicité. Mais en aucun cas, il transmettra le diagnostic à l'employeur. Le médecin va transmettre à l'employeur les préconisations, les restrictions, les aménagements de poste, mais il est soumis au secret médical. Maintenant, j'ai envie de dire, si on estime que le travail sera impacté de par les absences ou de par les aménagements, on peut envisager d'en discuter avec l'employeur. Alors, je dirais peut-être de façon mesurée. Les avantages d'en parler à l'employeur, parce qu'il y a aussi des personnes qui font le choix de nommer la maladie. Mais en tout cas, les avantages d'en discuter, ça va permettre à l'employeur peut-être de comprendre le besoin de la personne, de donner du sens à la mise en place du télétravail, aux aménagements. Ça va favoriser la relation de confiance avec l'employeur si on a déjà à la base une bonne relation. Ça va aussi permettre peut-être d'avoir peut-être une compréhension et un soutien de la part de son manager et de l'équipe. Il y a aussi, je dirais, des inconvénients et des risques à nommer la maladie. La première chose, c'est la crainte peut-être d'être vu et d'être perçu comme moins disponible, moins performant. Et puis, il y a toujours un risque de discrimination, même si effectivement c'est interdit par la loi, ça peut arriver. Donc quand on envisage de reprendre le travail, concrètement, comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a des dispositifs qui existent ? Quelle est un peu la marche à suivre ? Oui, il y a des dispositifs. Alors, le retour au travail, c'est important de mettre l'accent sur ça, peut être un véritable enjeu pour les patients. Parce que c'est un peu un retour à la vie normale. C'est un peu une source de réconfort ou pour certains une source d'épanouissement. Ça apporte aussi la sécurité financière. Donc l'emploi, le travail, ça prend quand même beaucoup de place dans la vie. Donc oui, il y a un véritable enjeu et c'est pour ça que c'est important qu'il faut préparer cette reprise. Le fait de ne pas préparer cette reprise ou peut-être de reprendre trop rapidement, ça peut engendrer un nouvel arrêt maladie et du coup être en situation d'échec et fragiliser un petit peu la confiance en soi. Donc la préparation, il faut la faire pour plusieurs raisons. La première, elle est médicale, parce qu'on sait que les traitements peuvent parfois engendrer des séquelles, les douleurs, la mobilité qui est réduite, la fatigue chronique, les troubles de la mémoire. Et donc préparer cette reprise, ça va permettre d'adapter son poste à son état de santé. La deuxième raison, elle va être un peu plus psychologique. Le cancer va venir bouleverser l'équilibre personnel et professionnel de la personne. Beaucoup de patients ressentent de l'anxiété, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur du regard des autres. Et le fait d'anticiper cette reprise, ça va permettre de reprendre confiance. On va poser les choses, on va en discuter, les personnes sauront vers qui se tourner si besoin, et ça c'est rassurant sur un plan psychologique. Et la troisième raison, c'est pour éviter les ruptures professionnelles. Parce qu'on le sait, sur des longs arrêts, il se peut qu'il y ait une désinsertion professionnelle. Il y a plusieurs facteurs, l'isolement, la difficulté à reprendre sa place dans l'équipe. Ça arrive parfois la perte de compétences sur certains postes. C'est des facteurs qui vont entraîner une éventuelle désinsertion professionnelle. Oui, donc après, pour justement combattre ça, c'est plus difficile encore. Donc, d'où la raison de se préparer encore plus. Voilà, tout à fait. Après, la préparation ne veut pas dire prévoir une date de reprise, on est d'accord. Le tout, c'est de faire un point. Je dirais que le retour au travail, c'est important que ça soit pensé, ça soit construit, ça soit réfléchi, ça soit bilanté. Le rythme du patient,
des personnes est à prendre en compte. Il y a des personnes qui auront besoin d'un temps de convalescence pour justement être un peu plus opérationnelles par la suite. Et au contraire, il y a des personnes qui seront mal loin d'une vie active qui structure, qui rythme les journées. Donc ça, c'est très personnel. Concrètement, quel levier existe pour cette reprise à l'emploi ? La première chose, alors elle est facultative mais très utile, c'est ce qu'on appelle la visite de pré-reprise auprès du médecin du travail. Donc la visite de pré-reprise, ce n'est pas la visite de reprise qui est obligatoire quand on est en arrêt un certain nombre de jours, qui est souvent impulsée par l'employeur. La visite de pré-reprise, elle est vraiment facultative. Le patient peut faire cette demande quand il est en arrêt maladie à plusieurs moments s'il a besoin. Et elle est très importante parce qu'elle va permettre d'anticiper les éventuelles difficultés et puis évaluer les aménagements. Voilà, donc c'est un interlocuteur sur lequel on peut s'appuyer, le médecin du travail. Il y a d'autres dispositifs qui existent comme le temps partiel thérapeutique, comme son nom l'indique, la personne va reprendre son emploi de façon progressive à temps partiel. Et puis la sécurité sociale viendra compléter le revenu sur le temps non travaillé. Il y a aussi la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, la RQTH. Alors c'est un dispositif qui peut avoir son intérêt. Alors la notion de handicap peut être mal vécue par les personnes. Maintenant, le 80% du handicap ne se voit pas. Moi, je dis toujours aux personnes, porter des lunettes, c'est un handicap. Il y a des degrés de handicap et les séquelles dues au cancer peuvent être handicapantes. Et donc, la RQTH est souvent accordée pour un cancer. Alors, elle n'est pas obligatoire, il n'y a pas d'obligation à la demander, mais elle a parfois son intérêt et va permettre d'avoir droit à des aides financières via l'AGFIP, qui est un organisme qui peut financer alors des aménagements de poste, des formations ou des bilans de compétences dans le cadre des reconversions. Ça fait partie un peu des grands dispositifs qu'on doit connaître, en tout cas qui vont peut-être nous permettre de dire « je peux être accompagné pour ma reprise ». Oui, tout à fait. Si on se positionne sur les dispositifs, est-ce qu'il y a du coup des interlocuteurs clés aussi ? Oui, tout à fait. Alors, il y a aussi des interlocuteurs qui sont là pour accompagner les patients. On en a parlé tout à l'heure, la médecine du travail, qui est un interlocuteur clé, qui est là pour adapter, évaluer l'aptitude au poste. Lui, il connaît le médecin du travail, connaît les contraintes du poste et les contraintes de la maladie. Donc, c'est vraiment un interlocuteur clé. On va également retrouver les réseaux, les CAP emploi, qui est aussi un acteur dans le retour et le maintien au travail, en sachant qu'ils peuvent accompagner tout type de secteur, c'est-à-dire qu'ils peuvent accompagner les salariés du droit privé, les fonctionnaires, les indépendants. Donc on va retrouver des conseillers en évolution professionnelle dans les CAP emploi. Alors ça peut être intéressant parce qu'ils ne vont pas du tout accompagner ce qu'un médecin du travail peut accompagner ou un service social spécialisé. Ils peuvent accompagner dans l'identification, par exemple, des compétences, l'aide à la rédaction d'un CV, l'aide dans la recherche et dans la sélection des offres en tenant compte du handicap. Voilà, donc ils apportent aussi, ils ont un apport. Après, tout dépend effectivement du besoin de la personne. Et puis après, on va retrouver tous les services sociaux spécialisés, comme par exemple le service social de la CARSAT, service social sécurité sociale, qui accompagne les assurés qui perçoivent des indemnités journalières, les assurés du régime général. Mais ils accompagnent les employés et les indépendants, puisque maintenant les indépendants sont rattachés à la sécurité sociale du régime général. On va retrouver les services sociaux, le service social entreprise, donc à voir si effectivement on a un service social dans son entreprise. Et puis on va retrouver, comme nous, le service social en cancérologie qui va accompagner également. Ça me paraît important peut-être de resituer les missions du service social spécialisé. Je pense que c'est pas toujours si bien identifié. Donc le service social spécialisé, on accompagne. Alors on va être dans une évaluation globale déjà. On accompagne le paramètre emploi, mais on va également accompagner les paramètres un peu plus personnels comme la vie familiale ou encore l'aspect financier.
Donc, on est vraiment à l'interface de vie pro, vie personnelle. Et c'est pour ça qu'on parle d'accompagnement global. Le deuxième point, on est là pour informer sur les procédures, les droits, les dispositifs. Et ça, je pense que c'est important aussi de le souligner parce que l'accès à l'information, elle n'est pas si simple. Même, je dirais, pour les personnes les plus aguerries, c'est quand même un parcours du combattant pour avoir la bonne information et le bon interlocuteur. Où parfois, ça demande énormément d'énergie. On est également là pour accompagner sur la construction et l'élaboration du projet professionnel. On va aider à clarifier les besoins, les attentes. On va aider également à identifier les freins et les leviers. Et puis, on va conseiller sur les démarches à engager et à quel moment il faut les engager. Et puis, le dernier point, on va être là aussi pour coordonner et articuler tout le travail d'accompagnement avec les différents interlocuteurs du retour au travail qui sont nécessaires à la réalisation du projet, comme les ressources humaines, la médecine du travail, le service social entreprise, le manager, etc. Très bien. Et tu parlais justement des indépendants tout à l'heure, des personnes qui sont à leur compte. Est-ce qu'il existe aussi des dispositifs pour eux ? Oui, alors effectivement, la plupart des personnes pensent qu'il n'y a pas d'aide pour les indépendants, mais s'il y a des dispositifs qui existent. Alors le premier déjà, c'est ils peuvent bénéficier d'indemnités journalières de la sécurité sociale quand ils sont en arrêt maladie. Alors, il y a des critères, mais je dirais au même titre que les salariés du droit privé. Pour les indépendants, il faut être à jour de ses cotisations. Il y a une durée d'affiliation nécessaire. Mais ils peuvent faire valoir le droit. Il y a beaucoup d'indépendants qui ne font pas valoir ce droit-là par manque d'informations. Quand on est indépendant, effectivement, on n'a pas d'employeur et on n'a pas de médecin du travail qui va permettre de cadrer en fait, cette reprise, d'accompagner. Donc effectivement, souvent les indépendants s'appuient sur les médecins traitants ou les oncologues pour évaluer un petit peu les conditions du retour au travail. C'est sûr que quand on est indépendant, on est plus autonome, mais j'ai envie de dire au même titre qu'on est plus autonome dans sa pratique. Donc c'est à l'indépendant, à la personne indépendante d'évaluer, je dirais d'adapter son organisation professionnelle au rythme de sa récupération. Maintenant, il y a des dispositifs qui existent et donc il peut les solliciter. Donc il y a le temps partiel thérapeutique qui existe pour les indépendants pour permettre une reprise progressive. Il y a d'autres dispositifs comme par exemple le service action sanitaire et sociale de la sécurité sociale qui peut aider à financer des aides, comme par exemple, si on a des difficultés à payer ses cotisations, il peut intervenir. À la sécurité sociale, il y a deux dispositifs, le dispositif HELP, le dispositif AMA. Ce dispositif AMA peut aider au remplacement d'un travailleur malade. On retrouve aussi dans certaines régions, comme dans la Chambre du commerce et de l'industrie ou l'URSSAF, des accompagnements très spécifiques par rapport notamment aux conseils. Ils donnent des conseils en fait dans la relance de l'activité. Voilà, donc il y a des dispositifs après à évaluer si c'est un intérêt ou pas pour la personne, au même titre que les salariés. Maintenant, ça me paraît important de les mobiliser. Si tu devais justement faire passer un message aujourd'hui, quel serait ton mot de la fin ? Je dirais pas un mot, mais trois. Il y a trois mots qui me paraissent importants pour favoriser le retour au travail. Le premier, c'est la participation. La participation, pour ne pas subir sa reprise et être reconnu dans ses besoins, c'est important de participer. Alors participer, c'est mobiliser les interlocuteurs, les dispositifs existants. Alors ça peut paraître très anodin, mais quand on a subi les soins pendant des mois et des mois, c'est pas si simple. On perd un peu en pouvoir d'agir, je dirais. Et cette remobilisation, elle n'est pas si évidente et pourtant elle est très importante. Donc il ne faut pas hésiter à aller vers les interlocuteurs qui vont accompagner cette remise en mouvement. Voilà, ça c'est le premier terme. Le deuxième, c'est la progressivité, je dirais. Progressivité parce que c'est important, je pense, de reprendre l'activité de façon progressive pour éviter les situations d'échec. Je pense qu'il faut y aller étape par étape. Et le dernier mot, je dirais le soutien pour favoriser la réadaptation, que ça soit fait dans de bonnes conditions. Ça me paraît important d'être accompagné avant la reprise, au moment de la reprise et après la reprise et dans la durée. Voilà, pour permettre la bonne évolution sur le poste.
Donc c'est un accompagnement que vous proposez de manière globale ici au Centre Oscar Lambret en tant qu'assistante sociale. Tout à fait. Tout à fait. Donc peut-être des petites orientations. Il y a un livret sur le maintien et le retour à l'emploi, au travail, qui a été fait, qui est très très bien fait, qui est disponible sur le site du Centre Oscar Lambret. Donc il ne faut pas hésiter à aller le consulter. Il y a pas mal d'informations et de petits conseils intéressants. Et puis, j'ai envie de dire, si les personnes ont besoin, nous, le service social au Centre Oscar Lambret, on est bien évidemment à disposition. Très bien. Merci pour cet éclairage, Céline. Merci Charlotte. Merci à tous d'avoir écouté notre podcast. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles. Retrouvez l'ensemble de nos podcasts sur notre chaîne pour en parler sans tabou.